programmation Python. Alors j'espère que ma voix ne sera pas trop déformée parce que je suis un petit peu malade. Et c'est parti, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes et vous avez la playlist qui s'affiche à la fin de la vidéo et en description. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la suite de ce qu'on a vu hier. Hier on a vu Next to, et aujourd'hui on va voir Align to. Non, d'abord on va voir, pardon, Move to. Voilà. Hier on a vu Next to, aujourd'hui on va voir Move to. Donc on va commencer par l'animation proposée par notre ami Jeff. On va décortiquer le code et ensuite on va voir les modifications que j'ai apportées. Alors c'est parti pour Move to. Voilà. Et donc Move to, on voit qu'on a 3 carrés et qu'en plus à l'intérieur on a des choses. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc au début c'est comme d'habitude, on a from manim import étoile, class, le nom de la classe et dev console self. Donc ces trois lignes sont tout le temps là, donc ça normalement pas besoin de revenir là-dessus. Créer donc 3 carrés nommés S1, S2, S3 pour square avec l'objet square avec aucune option, c'est-à-dire avec les valeurs par défaut. Donc on voit que les valeurs par défaut c'est que la couleur elle est blanche et que la longueur du côté, bon, on va dire que c'est 1, je ne sais pas exactement en fait. Peu importe, et on en fait 3. Ok. Ensuite, on veut qu'il soit écrit les 3 en même temps, et si on fait l'animation, vous voyez bien que les 3 sont écrits en même temps. Mais comme on avait vu hier, si on ne fait pas de déplacement, on ne va pas voir la différence, ils seront tous centrés, donc on ne verra qu'un seul carré. Et c'est après que on va faire les déplacements. Donc là, comme on en a 3, on va déplacer par rapport à celui du milieu en disant que celui qui est le numéro 1, on va le déplacer vers la gauche, et celui qui est le numéro 3, on va le déplacer vers la droite. Donc ça c'est comme hier, c'est next to, donc ça n'a pas changé. Ce qui va changer, c'est le move to. Alors move to, on va le voir après, dans un instant. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les carrés sont des objets purement manimes, et à l'intérieur des carrés, il va y avoir des nombres qui vont être écrits. D'accord? Vous voyez que d'abord il y a les carrés qui ont été déplacés, donc ça c'est le align squares, donc ça c'était le next to comme on a vu hier. Et ensuite, il y a une autre opération qui est faite, c'est qu'on va écrire les carrés. On va écrire les nombres à l'intérieur des carrés. Alors pour écrire, on utilise un langage qui s'appelle LaTeX, qui est une surcouche de TeX, et c'est pour ça que vous avez la commande TeX. Donc c'est un standard dans le monde scientifique, ou en tout cas dans les gens qui veulent faire des publications avec des caractères mathématiques, des symboles mathématiques. Vous avez un site dont je vous mettrai la description qui s'appelle Overleaf qui vous permet de vous familiariser avec ça facilement et gratuitement sur internet directement sans avoir rien à installer. Vous n'avez pas besoin d'être un master de LaTeX, mais je vous recommande quand même de progressivement vous y habituer. La bonne nouvelle, c'est que tous les langages des modèles de langage comme ChatGPT, comme Mistral que je recommande, Mistral c'est français, c'est gratuit et vous pouvez vous en servir avec des résultats aussi pertinents, voire parfois même meilleurs que ChatGPT. Vous pouvez apprendre à la syntaxe LaTeX, vous pouvez lui demander comment est-ce qu'on code par exemple telle équation, telle formule, l'intégrale, les vecteurs, ce genre de choses. Et là pour l'instant c'est très basique. En fait ce qu'on veut simplement c'est que le tout qui va varier de 1 jusqu'à, enfin de 0 jusqu'à 2, rappelez-vous que range, si on fait range 3, ça fait de 0 jusqu'à 2, et bien on veut qu'il soit sous la forme bien la calligraphie à la mathématique. Alors là on n'a pas fait grand chose, on vous a vous montré après si on veut mettre des symboles. On aurait pu ne pas utiliser ce codage là, mais c'est vrai que très souvent on va vouloir faire des mathématiques, donc du coup c'est important de savoir comment ça marche ce truc là. Là la syntaxe Python, c'est à proprement parler. Le fait que ce soit entre guillemets c'est une chaîne de caractères, et le R devant ça veut dire qu'on veut interpréter la valeur de la variable i. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il affiche i tout seul. On veut qu'il affiche la valeur de i, c'est-à-dire qu'un coup il va afficher 0, puis après il va afficher 1, puis après il va afficher 2. On va le voir ici. Voilà. Ok. Donc, cette ligne-là où on a créé la liste des nombres, en fait, après il faut les afficher. Pour les afficher, on veut les afficher pas n'importe où, on veut les afficher à l'intérieur des carrés. Donc en fait, on va les positionner dans le carré. Donc c'est ça le move to. Le move to, c'est qu'il prend le T1 par exemple, qui fait 0, il va le mettre à l'intérieur du carré. À ce moment-là, c'est toujours pas affiché parce qu'il faut lui demander d'écrire. Et c'est là qu'après on a le self-play, write comme on avait fait pour créer les carrés. On va écrire les carrés, pardon. On a créé les carrés, ensuite on a écrit les carrés. Là on a créé les nombres et ensuite on a écrit les nombres. Voilà. Donc c'est ça, cette petite animation. Ok, alors je vais vous proposer une petite amélioration de
cette animation. Je l'ai appelé ça Digit, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc il y a plusieurs choses qui se sont produites. Alors d'abord, il y a effectivement les choses qui sont très similaires à ce qu'on vient de voir. Donc on va aller voir le code. C'est-à-dire que cette fois j'ai augmenté la dose, parce qu'en fait, digit en anglais ça veut dire les chiffres, donc j'ai décidé d'acheter les 10 chiffres. D'accord? Et donc le truc qui est intéressant, c'est que si vous remarquez, dans le code initial, on avait 0, 1, 2, c'est-à-dire qu'on avait 3 éléments, un nombre impair. Donc on pouvait faire le déplacement des carrés par rapport à celui du milieu. Mais sauf que si on en a un nombre pair, parce que si on a 10 chiffres, il n'y a pas de celui du milieu, justement. Donc là, j'ai fait un petit peu en tâtonnant pour les décalages, mais c'est le même esprit. Donc d'abord, j'ai créé donc 10 carrés, donc j'ai fait exactement la même manip, sauf que évidemment, j'ai retouché la taille. Je ne peux pas mettre à la même échelle, parce que si vous faites 10 carrés avec l'échelle standard, ça dépasse la largeur de l'écran. Donc ça, pareil, c'est essai-erreur, et c'est ça qui m'a permis d'obtenir cette valeur-là, qui est assez bien centrée, et qui est lisible. Voilà, donc ça, c'est la même structure. Ensuite, on demande d'écrire, c'est pareil. Ensuite, pour le déplacement, celle-là, il faut un petit peu plus bricoler. Alors, au lieu de les nommer, parce que si vous voyez son code original, ils avaient nommé S1, S2, S3. Alors, j'aurais pu faire ça, mais ça aurait fait S1, S2, S3 jusqu'à S10. Je trouvais ça un petit peu pénible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nommé ça Squares. Et ensuite, une fois qu'on a ça, puisque c'est une liste, on peut parcourir la liste. Et en tout temps, on a l'avantage, c'est qu'on peut parcourir la liste de deux façons. Soit de façon ascendante, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Et donc, ce sera indexé 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Soit on peut indexer en partant de la droite vers la gauche. Et dans ce cas-là, comme on va dans le sens inverse, dans le sens opposé, on va utiliser une notation négative. Donc ce sera moins 1, ce sera l'indice 9, moins 2, ce sera l'indice 8, moins 3, ce sera l'indice 7, moins 4, ce sera l'indice 6, et moins 5, ce sera l'indice 5. Donc cette notation-là, elle a l'avantage, c'est que du coup, on a à gauche 0, 1, 2, 3, 4, et à droite, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc on en a 5 de chaque côté. Voilà. Et donc c'est pour ça que vous voyez que ici, des fois, c'est S4. Donc S4, ça correspond à quoi? Squares 4, ça correspond à l'indice 4. Donc l'indice 4, je lui dis de se déplacer par rapport à l'indice 5 de 0, 0, 25 vers la gauche. Et l'indice 5, je lui dis de se déplacer par rapport à l'indice 4 de 0, 0, 25. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont 0, 0, 5 l'un de l'autre. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est du bricolage, c'est du tâton, voilà, c'est on teste, on regarde, et ainsi de suite. Donc c'est pas des valeurs à prendre quelque part. Ensuite, j'ai créé les chiffres, donc c'est la même procédure. Pareil, j'ai pris une taille, je crois, inférieure à la sienne, parce que, ouais, c'est ça, ici, vous voyez, scale, c'était à 3, moi j'ai mis scale à 2, parce que mes carrés étant plus petits, puisque j'en ai plus, il faut que les chiffres soient plus petits pour qu'ils rentrent à l'intérieur, sinon ça dépasse. Ok? Pareil, ça c'est un tâton, c'est erreur. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai automatisé le fait d'aller... parce que comme, si vous regardez, lui, à chaque fois, il a fait T1, move, to, S1, T2, move, to, S2, etc. Parce qu'il avait nommé ses carrés. Là, moi, j'ai fait une liste de carrés, parce que j'en ai 10. Comme ça, j'ai une seule liste au lieu d'avoir 10 noms. J'ai une seule liste pour laquelle je peux accéder à chacun des éléments de la liste. Et donc pour ça, pour accéder aux éléments de la liste, je vais indexer la liste. La liste, ça va être i son indice. Et comme ça. En plus, l'avantage, c'est que si jamais j'ai envie de changer mon code, si j'ai envie de mettre plus que 10 éléments ou moins que 10 éléments, si je veux agrandir ou diminuer la liste, mon code marchera encore parce que, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis de parcourir la longueur de la liste. Donc peu importe la longueur de la liste, cette boucle for va répéter exactement la durée qu'il faut par rapport à la longueur de la liste. Donc ce code est adapté à la longueur de la liste, quelle que soit la longueur de la liste. Il a mis ici, et voilà. Donc c'est exactement le move to ici. Ensuite, j'applique l'écriture. Voilà, donc c'est le write, pareil, et je mets un petit temps de pause. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur la documentation, je vais vous montrer ici. Voilà, vous allez sur la documentation, donc Manim CE, vous allez Manim Colors, et vous avez toutes les couleurs qui sont déjà préprogrammées, c'est-à-dire des couleurs qui ont des noms. Sinon, vous avez à côté le code hexadécimal, comme on avait déjà vu dans une vidéo où je vous avais montré pour les drapeaux. Donc, je suis allé chercher des couleurs de bleu. Donc, j'ai remarqué qu'il y avait 5 bleus
En fait, il y en a plus, il y en a 6, puis après il y en a d'autres, mais il y en a 5 qui sont indexés dans l'ordre, c'est-à-dire Blue A, Blue B, Blue C, Blue D et Blue E. Ça en fait 5 comme ça. Et donc j'ai décidé de faire ça pour les 5 chiffres qui sont inférieurs à 5. Et après, je suis allé en haut, et pareil, j'ai retrouvé, il y en a 5 Red A, Red B, etc. jusqu'à Red E. Voilà. Et donc c'est ça. J'ai créé une liste où j'ai mis tous les noms des couleurs. Et ensuite, je lui dis de construire tous en même temps, en faisant donc étoile ici, pour faire la liste en compréhension, où je boucle par rapport à la longueur de la liste de chiffres. Et pour chaque chiffre, je lui dis animate set color, comme on avait vu dans la vidéo précédente, et où je lui mets l'indice, ce qui permet d'aller récupérer la couleur. Et c'est comme ça qu'il obtient la liste. Donc je remets l'animation pour que vous compreniez, vous voyez bien ce qui s'est passé. Voilà, vous voyez. On a créé les carrés, on les a déplacés, on a écrit les nombres, et ensuite on a changé la couleur devant. Donc voilà, je vous invite à expérimenter pareil de la même manière. Je vous mettrai les liens vers toute la documentation et les choses, le tutoriel, etc. comme d'habitude. Abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut pour donner de la force. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ce format ou s'il y avait d'autres choses que vous voudriez voir. Et à demain pour une prochaine vidéo sur la programmation manuelle.